que laisse-moi ça montrer qu'il n'y a pas d'acteur qui soit foncièrement spécifique à une fonction. Donc, vous avez des acteurs qui sont dans la production, mais qui utilisent aussi des données. Vous en avez qui sont dans l'utilisation, mais qui sont aussi producteurs de données. Et vous avez qui sont dans l'intermédiation, mais qui, dans leurs activités, produisent aussi des données ou utilisent des données. Donc, voilà, ça c'est un exemple de comment est-ce qu'on pourrait visualiser un écosystème une fois qu'on a fini donc de l'étudier. Maintenant, au-delà de cette visualisation, permet déjà de mettre en évidence ce qu'on va appeler des hubs, des petits regroupements qui montrent déjà qu'au sein de votre écosystème, il y a aussi des sous-écosystèmes compte tenu des intérêts particuliers ou bien des rôles qu'ils ont en partage. On peut aussi distinguer des acteurs qu'on va appeler ponts qui joue un rôle central dans l'écosystème. Et lorsqu'on veut, par exemple, faire passer une information ou bien qu'on veut agir sur l'ensemble de l'écosystème, en agissant sur ces acteurs, on a en fait la certitude qu'on atteint le grand nombre. Donc, au-delà de la visualisation, comme je le disais, on peut maintenant pouvoir mettre en évidence quels sont les types d'évidences qui circulent. On peut évaluer les besoins et autres. Et surtout pouvoir déterminer quel est le niveau de maturité de l'écosystème à cet instant. Est-ce que c'est un écosystème qui vient de démarrer, qui est embryonnaire, qui manque de tout? Est-ce que c'est un écosystème qui est déjà suffisamment capable et qui est assez fluide? Et cela permet donc de pouvoir dégager des orientations pour savoir sur quoi il faut agir, sur qui il faut agir ou avec qui il faut travailler pour pouvoir rendre l'écosystème plus vibrant et plus efficace. Donc, voilà ce que je peux dire assez rapidement sur les différentes approches. Les outils, il y en a tellement, je ne peux pas revenir dessus. Par exemple, la visualisation, c'est avec Kumu, mais il y a plusieurs logiciels de visualisation. Et pour les outils, par exemple, je parlais de la curation, utiliser le web scraping pour pouvoir en fait sonder le web sur les informations. Donc, les outils, il y en a beaucoup. Ce que je pense qui est fondamental à retenir, c'est la démarche globale, l'approche globale, les différentes composantes à parcourir et les méthodes possibles de collecte de données et puis de visualisation. Je vais m'en arrêter là et puis s'il y a des relances ou des questions, je pourrais encore revenir sur des aspects. Oui, Merci beaucoup. merci, docteur Caspo. C'est vrai, vous avez déjà commencé par aborder la troisième question, notamment celle des résultats et du diagnostic. Et comment donc se structurent d'accord, les résultats de ce diagnostic? Et pouvez-vous essayer de faire un lien entre les résultats clés du diagnostic et les outils? Il y a un participant qui souhaite qu'on exprime la démarche en termes plus simples. Donc, on va essayer encore de- d'y travailler pour que, il y ait une meilleure perception, effectivement, donc, des outils qui sont utilisés. Bon. Donc, certainement, les thèmes de web scraping ne sont pas très, très visibles. Les thèmes d'écosystème, peut-être que nous allons les monnayer encore et montrer un peu, donc, quels sont les résultats clés, donc, de cet exercice et comment les outils, effectivement, sont liés à ces résultats-là. Ok, peut-être que j'ai été trop technique apparemment, il faut peut-être que je revienne encore terre à terre. Comme je le dis, j'ai eu la faiblesse peut-être de me dire que nous sommes en présence des acteurs de l'écosystème, donc qui sont plus ou moins informés d'un certain nombre de choses. Je peux définir quelques concepts assez rapidement. Alors, quand je dis écosystème, il faut comprendre je sais que tout le monde n'est pas écologue ou environnementaliste. Et les environnementalistes et les écologues sont beaucoup plus, disons, informés de cette notion d'écosystème. Mais un écosystème, en fait, c'est un ensemble d'êtres vivants, si je me réfère à la notion de l'écologie, un ensemble d'êtres vivants qui interagissent entre eux et qui interagissent avec leur milieu. Pour faire une analogie, disons que le concept d'écosystème a été donc prêté à l'écologie et ramené en fait dans les sciences politiques pour pouvoir en fait expliciter le débat autour de l'écosystème des données probantes. Donc, quand on ramène ça au niveau des données probantes, l'écosystème ici, il faut le voir comme un cadre d'échange dans lequel on a par exemple les producteurs de données probantes. Ça peut être les chercheurs, les experts, les ONG, les projets
Mais aussi, on a les utilisateurs de données probantes qui peuvent être au fait les décideurs politiques, mais aussi les praticiens. Donc, quand il dit décideurs politiques, vous voyez tout ce qui est appareil d'État d'un point de vue législatif, exécutif, même aussi judiciaire. Et quand je dis praticien, vous voyez tout ce qui est OSC, tout ce qui est partenaire technique et financier, tout ce qui est secteur privé. Donc, cet ensemble, on va maintenant désigner en fait chacun de ces acteurs comme en fait un être vivant. Et chaque acteur en fait, interagit avec un autre acteur ou avec plusieurs autres acteurs et interagit avec son milieu. Quand je dis interagir avec son milieu, l'acteur n'opère pas ex nihilo. Il doit se conformer à un certain nombre de réglementations de loi. Par exemple, au Bénin, lorsque tu dois faire une enquête pour produire des données, en tout cas, tu dois faire une démarche statistique, tu es obligé de prendre un visa. Donc, tu es en train de te conformer comme ça à une directive, à une prescription au fait de la loi statistique du pays. De la même manière, il y a aussi des mécanismes de financement en fait qui peuvent, on va dire, faire mouvoir. Bref, l'individu, ou si vous voulez ici, l'acteur de l'écosystème va interagir avec ses alter ego, mais il va aussi agir avec son écosystème, soit en subissant en fait cet écosystème, ou soit en y tirant en fait des incentives pour pouvoir améliorer ce qu'il fait. J'espère que ça fait peut-être plus clair maintenant la notion Oui, de... c'est plus clair, docteur. Dites-nous les résultats. Alors, les résultats avec Alors, cette approche, à quoi on aboutit comme résultat? Alors, je l'ai déjà abordé assez brièvement. Lorsque on applique donc cette méthodologie comme est décrit, cela vous permet de pouvoir d'abord identifier tous les acteurs qui sont en présence. La carte que j'ai proposée avant et j'ai projetée il y a un instant vous montre exactement qui sont les acteurs qui sont dans l'écosystème et dans leur rôle, c'est-à-dire qui sont ceux qui sont dans la production relativement en fait à votre domaine thématique. C'est-à-dire quand on prend le sujet de la sécurité alimentaire au Bénin, puisque nous avons fait l'étude au Bénin, au Togo, Niger, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal et Mali, lorsque vous prenez l'écosystème du Bénin, relativement à la question de la sécurité alimentaire, vous pouvez donc identifier quels sont les acteurs qui sont actifs dans la production de données, ceux qui sont actifs dans l'utilisation de ces données et ceux qui sont actifs dans l'intermédiation de ces données. Cela vous donne aussi une idée claire de leurs capacités et de leurs besoins. Et en même temps, des mécanismes qui sont en cours, qui nécessitent en fait des données ou des collaborations. Ou encore même d'identifier un certain nombre on va dire, d'expériences assez innovantes d'utilisation de ces données probantes qui pourraient en fait servir, inspirer d'autres écosystèmes et autres. Ariel, je ne sais pas si ça pour ça, mais tu veux que je La réponde à ta taille. question pour te dire il y a 10 acteurs, 20 acteurs ou 30 acteurs. Oh non, Et ça peut la aller. taille des écosystèmes varie en fonction des thématiques. Dans le cadre de notre initiative, on a fait les analyses, la cartographie des écosystèmes en parcourant, je pense, 4 groupes thématiques. La sécurité alimentaire, le développement humain, l'environnement et puis je pense, le numérique, la composition, la taille et les besoins des écosystèmes varient en fait d'un groupe thématique à un autre. Au niveau de food system, vous avez vraiment une grande diversité d'acteurs, mais lorsque vous tombez sur des thématiques comme le numérique, vous avez très peu d'acteurs, ce qui est normal parce que c'est je vais dire, c'est une thématique qui est relativement nouvelle dans les pays, dans la sous-région. Donc voilà, je m'en arrête là pour le moment. Merci, docteur Et, Kako. et peut-être te demander aussi de prévoir suffisamment de temps pour les interactions parce qu'il y a 18 minutes. Ouais. Oui. Docteur Amadou, pouvez-vous nous dire, hein, pour finir et avant de passer donc à l'assistance, à l'issue donc d'un processus du genre, quelles sont les perspectives hein, pour rendre l'écosystème plus habilitant avec toutes ces informations qui ressortent donc du profiling? Merci, Ariel. Peut-être je vais juste je voudrais revenir un peu sur les résultats obtenus que Rodrigue parlait tout à l'heure et qu'il a parlé en termes de secteur. Hein. Je pense que le premier résultat que nous pouvons retenir à la suite du diagnostic qui a été fait dans les 5 ou 7 pays d'intervention, que de manière globale, il existe un écosystème au niveau de ces pays-là en termes d'intervention au niveau des secteurs. Mais que lorsqu'on regarde de manière globale sur l'écosystème au niveau du pays, il n'est pas assez organisé en termes d'interaction. C'est-à-dire que si on prend le secteur de l'agriculture ou de secteur alimentaire,
Il y a un écosystème qui est là. Lorsqu'on prend, par exemple, Luc l'a dit, sur le plan numérique, il y a dans certains pays un écosystème embryonnaire qui commence à se développer. Mais ce que nous avons constaté, et je pense aussi c'est là en termes de perspective dans le cadre des centres, mais aussi des acteurs devront plus intervenir, c'est le développement de l'écosystème à l'échelle du pays, c'est-à-dire le développement d'un écosystème intersectoriel qui fait que si peut-être même sur la visualisation que Rodrigue a fait, lorsqu'on prend l'écosystème en termes thématiques, on voit que plus ou moins elle est organisée. Mais lorsqu'on prend l'écosystème à l'échelle du pays, on voit aussi que le développement de l'écosystème est assez restreint et très limité en termes d'interaction, et ce qui fait aussi ça fait un peu un impact sur l'utilisation des évidences à l'échelle du pays, notamment à l'échelle du gouvernement de manière globale. L'autre aspect aussi, je pense que le truc là, on peut brosser, c'est en termes de chaîne de valeur. Lorsqu'on prend l'écosystème, on peut l'organiser en chaîne de valeur de la production et l'utilisation des données, notamment en termes de producteurs, d'utilisateurs et les intermédiaires. Mais ce qu'on a constaté aussi, que le rôle de producteur de données n'est pas un rôle dédié. Lorsqu'on parle de production de données, on peut penser peut-être que c'est les chercheurs qui sont en première ligne pour la production de données, mais on voit que même qu'au niveau de certains pays, l'État qui a mis en place certaines organisations, certaines entités, sont plus habilités ou bien sont plus positionnés sur la production de données. On voit aussi que les intermédiaires tels que les think tanks, mais aussi les ONG sont aussi dans la production de données. Ça, c'est en termes de visualisation globale des résultats, ce qui a été obtenu au niveau des pays-là. Maintenant, en termes de perspective, je pense que je le disais à l'entame de mes propos, on ne peut pas apporter des améliorations dans un contexte qu'on ne comprend pas. Donc, je pense que le fait d'avoir fait ce diagnostic-là nous a permis d'avoir une meilleure compréhension des écosystèmes, une meilleure compréhension en termes des acteurs qui le composent, une meilleure compréhension aussi en termes d'interactions qui existent dans ces écosystèmes-là, une meilleure compréhension en termes de la capacité de ces acteurs-là à remplir leur rôle, mais aussi une meilleure compréhension de la capacité de cet écosystème-là aussi à remplir son rôle, mais aussi l'identification des processus qui sont en cours, des processus qui demandent des données, mais aussi l'identification des processus qui existent, qui pourraient être capitalisés dans un sens de partager ces expériences-là, mais aussi d'avoir des points d'entrée pour améliorer cela. Donc, en termes de perspective, je pense pour améliorer aujourd'hui ces écosystèmes-là, on voit qu'il y a un volet important en termes de renforcement de capacité. Et je pense que là aussi, cela a été plutôt sorti dans le cadre de ce diagnostic-là, parce qu'il y avait une question qui était relative aux besoins des acteurs en termes de renforcement de capacité. On voit qu'aujourd'hui, en termes de production, mais aussi surtout en termes de comment les acteurs puissent aujourd'hui traduire les connaissances ou les évidences produites pour les intégrer dans le cadre des politiques, mais aussi des programmes. Ça, c'est en termes de perspective pour rendre l'écosystème beaucoup plus habitant. Il y a un besoin de renforcer la capacité de ces acteurs-là. L'autre aspect aussi, c'est en termes de réglementation. C'est bien que dans certains pays, il existe aujourd'hui plus ou moins une réglementation qui pourrait être rattachée dans le cadre du développement de ces écosystèmes-là. Mais dans beaucoup de pays aujourd'hui, on n'a pas un corpus réglementaire qui est focus sur la production et l'utilisation des données. Il y a une réglementation qui est sectorielle, mais qui pourrait être rattachée à cela. Et je pense en termes de développement de ces écosystèmes-là, il est important que les pays puissent aujourd'hui avoir un corpus réglementaire pour pouvoir organiser à la fois la production et l'utilisation de ces données. Je pense que ça, c'est un point très important dans le cadre de ça. Mais l'autre aspect aussi, c'est la promotion et l'utilisation de ces données-là. Parce que, comme on dit, hein, la production et l'utilisation de ces données-là, c'est pas un système, c'est un système dynamique qui a besoin quand même d'énergie extérieure pour que ça puisse prendre en forme.
Donc, comment aujourd'hui faire de sorte que avoir un écosystème où les relations ou les interactions entre les acteurs sont plus renforcées pour que on puisse avoir cette culture individuelle d'abord de l'utilisation des données, mais aussi comment avoir une culture institutionnelle de l'utilisation de ces données pour que cela puisse être là aussi systématique. L'autre aspect aussi, c'est par rapport à la mobilisation des ressources. Lorsqu'on parle aujourd'hui de production des données et de leur utilisation, on sait que les ressources en sont un point très important et on le dit le plus souvent, on n'a pas de données en Afrique parce qu'il n'y a pas de budgets conséquents qui sont alloués à. Comment aujourd'hui faire de sorte qu'au niveau sectoriel, mais aussi au niveau global, les ressources nécessaires puissent être mobilisées pour que la production de ces données, mais aussi les mécanismes qui permettent l'utilisation de ces données-là puissent être institutionnalisés. Je vois que Ariel secoue un peu la tête, le temps est contre nous. Mais pour dire que je pense quand même que de manière globale, euh, ce diagnostic-là nous a permis de voir d'abord le niveau de maturité de ces différents écosystèmes-là, mais aussi d'avoir les points sur lesquels aujourd'hui on peut s'appuyer pour améliorer cet écosystème-là, de sorte à valoriser les connaissances, mais aussi d'institutionnaliser, ça c'est vraiment l'idéal et l'intime, l'utilisation de ces données dans les politiques, mais aussi dans les programmes et projets. Donc, Ariel, je te redonne la parole pour que nous puissions avoir quelques minutes d'échange aussi avec. Merci, Dr. Amadou. Merci. Nous avons dans le fil nous avons un panéliste, un participant qui a posé 2 questions. Je ne sais pas si vous voyez les questions dans le fil de questions. Donc, je peux projeter pour voir à mon niveau. Il demande... Question de Oui, voilà. Qui demande en fait à quelle fréquence il faut refaire le diagnostic et quelles sont les stratégies pour le suivi des interactions dans le temps, dans l'écosystème. Et puis une seconde question sur quelles sont les stratégies à mettre en place pour que les résultats d'un tel diagnostic servent réellement et ne constituent pas juste un effort de plus, mais une contribution facile à adopter et à utiliser par les acteurs. Alors, je pense que c'est Frisch aussi qui avait soulevé le fait de monnayer suffisamment notre style de communication pour que ça soit compréhensible. Et toutes nos excuses. Hein? Alors, j'espère que dans la suite, on a assez monnayé, sinon n'hésitez pas s'il y a des concepts qu'on a abordés pour qu'on puisse revenir dessus. C'est une question très intéressante puisque on avait commencé cette discussion en disant que l'écosystème de par sa nature est très dynamique. Et donc, à quelle fréquence l'on devrait au fait aller sonder cet écosystème pour s'assurer que nous sommes toujours dans la bonne direction. Alors, il n'y a pas de, je vais dire, il n'y a pas de réponse toute faite. On va dire il y a 2 fois, 3 fois, bien, il faut le faire 1 fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an. Ce qu'on peut dire, c'est en réalité, une fois qu'on a pris le cliché, une fois qu'on a fait donc ce diagnostic une fois, de pouvoir rester en contact avec les acteurs de l'écosystème et être informé de cela. On est même allé loin en voulant rendre au fait la visualisation dynamique, c'est-à-dire que la carte que j'ai montrée avec les différents acteurs, on va le rendre dynamique pour que s'il y a de nouveaux acteurs qui n'étaient pas dans l'écosystème et qui arrivent, qu'ils puissent au fait être ajoutés. Maintenant, si les ressources le permettent, ce serait intéressant que chaque 5 ans, si je veux me coller en fait au mandat régulier de nos chefs d'État, chaque 5 ans, on puisse en fait refaire cet exercice pour voir est-ce que fondamentalement il y a un certain nombre d'acteurs clés qui sont partis de l'écosystème. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont venus et qui ne sont pas encore pris en compte dans le système? Est-ce qu'il y a de nouvelles dynamiques dans l'écosystème? Tout cela devait pouvoir permettre en fait à la nouvelle administration qui va prendre place de savoir quels sont les leviers, quels sont en fait les aspects sur lesquels il faut insister. Donc voilà ce que je peux dire et rapidement là. Et sur les... Je voulais juste ajouter, avant de passer à la deuxième. OK, sur la première question, c'est juste aussi, je pense que lorsqu'on fait cette analyse-là, comme tu l'as dit, hein, ça nous donne une certaine cartographie, mais ça va aussi dépendre de l'objectif de suivi et l'évaluation. Je pense que lorsqu'on a
un objectif de suivi par rapport à savoir la dynamique de cet écosystème-là en termes de relations, si les relations n'étaient pas là et qu'on a un plan d'action derrière pour évaluer les différentes interactions, mais aussi la capacité de cet écosystème-là à répondre à certaines questions. Je pense qu'il y a peut-être là, le suivi pourrait être beaucoup plus rapproché si on a ces objectifs spécifiques qui sont, par exemple, liés à cet écosystème-là. Comme tu l'as dit, hein, je pense que ça va vraiment dépendre des objectifs qu'on se fixe sur le suivi de cet écosystème-là et quelles sont les fonctions que vous suivez au niveau de cet écosystème-là. Ouais. Et en parlant de suivi, cela peut être un peu compliqué dans la pratique parce qu'il n'y a pas d'organe dédié pour suivre le fonctionnement, on va dire la fonctionnalité, hein, en griffe, de l'écosystème. On ne peut pas dire cela relève de tel ministère, de tel organe ou bien de tel agent. En réponse à cela, le centre d'excellence en fait a commencé à promouvoir ce qu'on va appeler on va appeler une communauté de pratique autour du EIP, qui dans chaque pays a des chapters de EIP constitués. C'est un regroupement totalement, on va dire, informel, hein, des acteurs de l'écosystème, donc des universités, des centres de recherche, des ONG, des agences et autres, qui sont au sein d'un écosystème. D'ailleurs, ils participent à une formation le samedi prochain sur la qualité des données. Donc, c'est totalement informel, ce n'est pas quelque chose je vais dire, avec un Institutionnalisé. bureau réglementé, mais ça permet au moins de savoir qu'est-ce que l'écosystème est en train de faire. Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont venus? Parce que, bon, les gens discutent entre eux, hein, pour savoir, OK, il y a tel autre acteur qui s'est installé, qui fait aussi ceci, ainsi de suite. Donc, cela permet de savoir, de faire plus ou moins, je vais dire, le suivi de l'activité au sein de l'écosystème et de permettre à d'autres, je vais dire, les acteurs qui viennent surtout pour mettre de l'énergie, de savoir où est-ce qu'ils doivent mettre leur énergie. Ça me permet de faire la transition vers la seconde question. C'est-à-dire comment faire pour que les résultats de cette étude ne soient pas, on va dire, un effort de plus, et comme ce qu'on faisait déjà. La cartographie a été faite de manière à informer les actions du centre d'excellence, mais aussi à informer les actions d'autres initiatives, ceux qui pourraient se mettre en place. Donc, la cartographie a identifié tous les acteurs, en tout cas dans la mesure du possible, mais pas du tout, mais dans la mesure du possible, a identifié les besoins et a choisi un certain nombre de besoins et de processus qu'on accompagne. Évidemment, comme on n'a pas les ressources illimitées, on laisse aussi la possibilité donc à toutes les autres initiatives, sœurs ou similaires, de venir aussi utiliser le même diagnostic. Eux, ils n'ont plus besoin d'aller faire un diagnostic, à moins qu'ils veulent approfondir un secteur où ils veulent en fait, ils sont intéressés par un autre secteur qui n'a pas pris en compte en fait dans notre cartographie. Donc, ils ont une ressource clé en main qu'ils pourraient déjà utiliser pour pouvoir avancer. Les rapports de cartographie, donc les profils pays, sont en cours de finalisation, seront publiés donc assez totalement libres à tous ceux qui veulent en fait utiliser ces ressources pour pouvoir aller de l'avant on va dire dans la promotion de la culture de l'utilisation des données probantes. Juste s'il y a des aspects sur ta question qu'on n'a pas suffisamment peut-être et touché, n'hésite pas à relancer. Je vois une autre question de Monsieur Alors, Dumont. je Oui, voulais juste ajouter un élément par rapport à cette question-là. Oui, Je pense que pour ne pas peut-être se mettre à ce niveau d'un effort de plus, c'est que l'action de faire un diagnostic doit être inscrite dans une action globale ou bien dans un objectif global. Donc, c'est-à-dire que, et je pense que tel était le cas lorsqu'on faisait ce diagnostic-là, on y visait des objectifs qui étaient d'abord de comprendre l'écosystème et de pouvoir agir dans le cadre du projet que nous avons. Comme Ariel l'a dit, il a établi 4 programmes. Et avant de mettre en œuvre ces programmes-là, il fallait avoir une compréhension globale de cet écosystème-là. Donc, il y a déjà, pour dire, une utilisation des résultats qui a été planifié, ce qui fait que ces résultats-là peuvent être utilisés directement dans le cadre du projet, mais aussi
il y a aussi l'autre aspect, c'est la création d'un environnement favorable à l'utilisation de ces données qui vont sortir, notamment en termes de développement de l'écosystème à travers les communautés de pratiques qui vont être mises en place, qui vont s'approprier de ces données-là, aller en détail pour pouvoir mieux organiser leurs actions dans le cadre de développement des écosystèmes au niveau des pays. OK. Alors, il y avait une autre question, hein. Ariel, si tu permets rapidement, on avait une question de monsieur Noumon, donc, qui demandait comment intégrer cette approche dans les stratégies pour le suivi et l'évaluation des projets d'adaptation au changement climatique et pour l'identification des perspectives d'amélioration de la résilience du genre. Alors, je vais m'y essayer assez rapidement. Il nous reste 1 minute. Ariel, si tu le permets, je peux y aller? Oui, allez-y, s'il vous plaît. OK. Alors, c'est une question aussi très, très intéressante et avec un deep dive sur la question des changements climatiques et du genre. En relation avec ici projet, vous allez remarquer que quand on parlait en général, on parlait des interventions, donc ça peut être des politiques, des programmes, des projets, des plans. Mais ici, à imaginer qu'il y a un projet qui est en cours de formulation ou bien qui a été mis en œuvre et qu'on veut faire le suivi et évaluation, cette approche aussi peut être évidemment être utilisée pour pouvoir cartographier les différents acteurs qui sont actifs, je vais dire ici, dans le sous-écosystème de l'adaptation au changement climatique et de pouvoir identifier quels sont les besoins en données, identifier aussi parmi dans les acteurs de ce sous-écosystème qui sont ceux qui produisent déjà ces données probantes. Ne serait-ce que identifier, faire cet exercice pour pouvoir identifier par rapport à ce sujet de changement climatique, qui sont les acteurs qui produisent les données, qui sont les acteurs qui sont dans le besoin des données, permet déjà en fait de pouvoir faire avancer le débat. La même chose aussi peut s'appliquer sur la question sur la question du genre. C'est une approche qui peut être utilisée, on va dire, dans tous les cycles des interventions, hein, que ce soit lors de la formulation, de la mise en œuvre, du suivi évaluation, de l'apprentissage ou même de la mise à l'échelle. Lorsque vous êtes à une étape et que vous voulez savoir qui sont les acteurs qui interviennent, qui fait quoi et comment, vous pouvez utiliser cette approche de cartographie et cela vous permet vraiment d'avoir une image, en tout cas instantanée, de ce qui se passe dedans. Et cela vous permet de savoir exactement sur quel levier vous devrez agir pour réussir votre mission. Je pense qu'il y a une relance de monsieur. Alors, je ne sais pas, hein, il me semble, Ariel, tu défiles, donc tu as perdu le fil des questions. Non, il n'y a plus de relance. Il y avait monsieur Dr. Troyus qui nous remerciait donc, pour les réponses et monsieur André avait fait un petit crochet sur la formation sur la qualité des données, comment participer en ligne et on a partagé le lien avec lui et monsieur Achille donc aussi remerciait donc pour la qualité des échanges. Donc voilà un peu pour faire le point de ce qui est passé dans le fil des questions-réponses. Ok, Aria, peut-être juste pour ajouter et pour dire, nous allons partager les documents, c'est-à-dire les profils de chaque pays sur nos canaux de diffusion dans les prochaines semaines. Donc, restez connectés et on va pouvoir aussi partager ces ressources avec la liste des participants en fait à cet événement. Et bien évidemment, nous restons aussi ouverts et à continuer les échanges en off, en dehors de ce cadre non seulement sur la cartographie, mais aussi sur les actions et post-cartographie qui sont en cours et qui vont se poursuivre encore pendant plusieurs années, nous l'espérons assez bien. Merci, docteur Voilà. Castro. Merci, docteur Amadou. Avez-vous un mot à dire? Sinon, Merci. nous avons excédé de 3 minutes le temps que nous avons prévu pour rendre cet événement confortable aux participants. On a voulu respecter effectivement donc, le temps imparti. Et comme docteur Castro et docteur Amadou l'ont dit, nous sommes tous disponibles. Les plateformes de accès de IPAR et les événements que nous avons postés, laissez des commentaires, relancez sur des questions et nous reviendrons vers vous pour donner une suite particulière à ce que nous avons déjà entrepris ensemble. Donc, nous allons remercier l'assistance, les participants, les panélistes. Avez-vous un mot de fin à dire?
de fin. Alors, peut-être j'y vais, Amadou, et tu pourras Ah, ok, conclure. Le mot de fin, c'est remercier vraiment, d'abord te remercier, toi, hein, Ariel, pour la facilitation, le collègue Amadou pour la qualité des interactions et aussi les participants pour l'attention, les questions. Et comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, on pourra continuer les discussions en off, en dehors de ce cadre. Nos adresses mail, on pourra aussi les partager, je pense si vous ne l'avez pas déjà, et continuer les discussions. Le centre d'excellence a été mis en place il y a bientôt 1 an et va rester, en tout cas, va persister dans l'écosystème et dans la sous-région pour vraiment aider à promouvoir l'agenda de l'utilisation des données probantes. Merci à vous pour l'attention et j'espère qu'on va se retrouver très rapidement dans un autre cadre. Je vais m'associer aussi à ces remerciements à l'endroit de nos participants qui ont quand même tenu à rester toute ces 1 heure de temps durant et interagir avec nous. Remercier aussi Ariel pour l'organisation et aussi la facilitation. Mon cher Rodrigue, ce que je te dirais dire, c'est que nous sommes en train dans un processus de mettre en place un écosystème au niveau global. C'est vrai qu'on a commencé au niveau pays, mais l'objectif, c'est aussi que dans la zone francophone, comme on le dit plus souvent, hein, qui est plus ou moins en retard dans le cadre de ces processus-là, comment à travers ce centre-là, rehausser les défis et tous les challenges. Et je pense aussi que cela, ce n'est pas juste le travail d'ACED et d'IPAR, mais c'est aussi le travail de tous les acteurs de cette communauté, parmi eux ceux qui sont là aujourd'hui. Et nous comptons aussi sur votre appui, mais aussi sur votre engagement pour que nous puissions faire de sorte que la valorisation des connaissances, mais aussi la systématisation de l'utilisation des données dans les politiques soit institutionnalisée et que voilà, par là, qu'on puisse avoir une Afrique développée, notamment comme voulu dans l'agenda de l'Afrique 2063 que nous voulons. Merci. Merci, Dr. Amadou. Merci à tous les participants. Un petit récap aussi nous permet aussi de survoler la question de M. Achille. L'analyse du fonctionnement de l'écosystème intervient tout au début du processus avant de prévoir les renforcements des capacités, avant de prévoir quelles données mobiliser et valoriser, avant de prévoir quels acteurs donc, pouvons constituer une communauté et avant de prévoir donc quelles sont les actions d'institutionnalisation qui sont possibles. Et enfin, les paramètres et indicateurs clés, vous l'avez compris, ça dépend donc des leviers sur lesquels l'initiative catalytique donc, de l'écosystème veut se mettre. Est-ce que c'est des renforcements des capacités? Est-ce que c'est la mise en réseau des acteurs? Est-ce que c'est la valorisation de données probantes? Donc, c'est en fonction donc, de ces indicateurs clés, de cette cible-là, de ces objectifs, que les indicateurs sont définis en amont donc, du processus donc, de cartographie. Donc, pour vous éclairer davantage, les documents qui seront édités bientôt vont vous éclairer davantage. Monsieur Achille, nous restons disponibles. Chers participants, merci beaucoup. À très bientôt et restez connectés à nos plateformes pour la documentation et tout autre élément. À très bientôt. Merci beaucoup. Ariel, Oui. si possible, il peut encore aller s'enregistrer pour la formation du samedi. Donc, le lien est partagé. Ils sont massivement invités à s'inscrire pour participer à la formation sur la qualité des données. Voilà. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci, docteur, pour le rappel. Merci aux collègues à tous les collègues qui ont travaillé avec nous à l'organisation de ce webinaire. Nous vous saluons. À très bientôt. Merci. Ciao, au Merci. revoir. Ciao, au revoir.